Bonjour à tous, je m'appelle Océane Fourier, je suis docteur junior en santé publique au CRPV d'Amiens et je vais vous parler de l'effet dépressogène et suicidogène des médicaments basés sur une analyse de cas notifiés auprès du CRPV d'Amiens. De nombreux médicaments sont à l'origine d'effets indésirables psychiatriques, parmi lesquels symptômes dépressifs et les conduites suicidaires. Pour la majorité d'entre eux, ces effets sont connus et documentés dans leur RCP, mais pour d'autres, il persiste un manque d'informations ou d'études pour certifier le lien. Ce lien est difficile à établir en raison de nombreux biais et facteurs contributifs à la dépression et aux conduites suicidaires, par exemple les antécédents psychiatriques et somatiques du patient, les facteurs de risque génétiques et environnementaux et les pathologies associées. Par rapport à la méthode, nous avons analysé toutes les déclarations d'effets indésirables, incluant les termes retrouvés dans les SMQ-MedRA, dépression excluant les suicides, et suicide et automutilation, sur une période allant de 1995 à mai 2023. Il y avait de nombreuses exclusions liées à la méthode d'extraction, par exemple les termes MedRA qui étaient filtrés également dans les antécédents du patient. Il y avait également des événements sans iatrogénie, des cas dont l'imputabilité était trop incertaine, ainsi que des cas ne présentant pas un niveau de détail suffisant. Au total, 394 cas ont été retenus sur les 914 cas retrouvés, dont 216 cas concernant la nouvelle formule du lévothyrox et le Mirena, en lien avec les crises d'influence médiatique de 2017. Parmi les classes pharmacologiques les plus fréquemment retrouvées, il y a les antiépileptiques avec 19 cas, dont 10 cas concernant le lévétiracétam, les anxiolytiques benzodiazépines avec 18 cas, dont 4 cas concernant le diazépam, les antidépresseurs avec 17 cas, dont 9 cas concernant un ISRSNA, les anti-infectieux pour la plupart les antibiotiques, dont 6 fois le métronidazole, et les rétinoïdes avec 16 cas, dont 14 cas concernant l'isotrétinoïne. 129 principes actifs ont été retrouvés parmi les médicaments suspects dans l'effet indésirable pour les 394 cas. Dans 90% des cas, un seul médicament était consommé par le patient lors de la survenue de l'effet indésirable, et le type d'effet indésirable le plus fréquemment retrouvé était la dépression dans 90% des cas, parmi les 4 types d'effets recherchés, soit la dépression, les idées suicidaires, les tentatives de suicide et les suicides. Les résultats ont été divisés en 3 catégories. Premièrement, les classes thérapeutiques qui comprennent des médicaments dont les effets indésirables psychiatriques référencés diffèrent entre eux. C'est l'exemple des corticoïdes. Pour la prénisone et la bétaméthasone, il y a une mention de dépression uniquement au sevrage dans le RCP, alors que pour la méthylprénisolone, il y a une mention de dépression et d'idées suicidaires au cours du traitement. Deuxièmement, il y a des principes actifs avec une information partielle dans leur RCP, par exemple une mention de dépression sans mention de risque suicidaire pour les IPP, les opiacés, les immunosuppresseurs et les statines. Il y a également certains médicaments comme l'oxybate de sodium et la varénicline qui mentionnent un risque de tentative de suicide mais sans risque de suicide. Par rapport au méthotrexate, le cas retrouvé était très suggestif et considéré comme cas marquant, c'est-à-dire suffisamment pertinent pour demander aux différents laboratoires le commercialisant de cibler le risque de suicidalité dans leur prochaine revue de sécurité. Troisièmement, les principes actifs sans mention de l'effet indésirable retrouvé dans le RCP. Il y avait 79 cas notifiés, correspondant à 59 principes actifs pour lesquels l'effet indésirable survenu n'est pas mentionné dans le RCP, dans une vingtaine de classes pharmacologiques différentes, dont 34 principes actifs ne mentionnent aucun des effets indésirables, donc ils ne mentionnent ni la dépression, ni les idées suicidaires, ni les tentatives de suicide, ni les suicides. C'est le cas par exemple des antiparkinsoniens, de l'emtricitabine, du nefopam et du zoledronate. Les antiparkinsoniens sont tous des agonistes des récepteurs dopaminergiques, excepté l'entacapone, c'est-à-dire qu'ils sont à risque de troubles du contrôle des impulsions.
qui se manifestent par exemple par l'hypersexualité, le jeu pathologique ou les troubles du comportement alimentaire. Les tests impulsifs peuvent également être favorisés par cette classe de médicaments. Cependant, il n'y a aucune mention de risque de dépression ou de conduite suicidaire en cours de traitement dans les RCP de pramipexole et ropinirole. L'entacapone et le pyribédil ne les mentionnent pas du tout. Par rapport au nefopam, son mécanisme d'action n'est pas élucidé, mais on pense qu'il inhiberait la recapture des catécholamines et de la sérotonine. Son RCP ne mentionne pas du tout de troubles thymiques, mais une excitabilité et des hallucinations liées à ses propriétés anticholinergiques. Dans la BNPV, on retrouve un cas de tentative de suicide suite à la survenue d'hallucinations mixtes anxiogènes dans les jours post-instauration du nefopam. L'emtricitabine fait partie des antiviraux. Ils sont souvent associés entre eux et l'imputabilité individuelle est difficilement déterminable. Aucun article ne mentionne d'effets indésirables sous emtricitabine et ténofovir de type dépression ou risque suicidaire. Le cas dans la BNPV est pourtant suggestif d'une iatrogénie dépressogène de l'emtricitabine, puisque le patient a des symptômes dépressifs qui apparaissent peu après l'introduction du traitement et disparaissent à l'arrêt chez un patient sans antécédent psychiatrique ni autre facteur de risque. On retrouve également le zoledronate parmi les principes actifs sans mention d'effets indésirables de type dépression ou risque suicidaire dans leur RCP. Des études ont retrouvé un lien entre les bisphosphonates et la dépression. Parmi les mécanismes hypothétiques, on retrouve la rétention dans le tissu osseux sur une longue période avec une libération dans le flux sanguin, plus des risques d'hypo ou d'hypercalcémie. Dans la BNPV, il y a un cas d'aggravation de syndrome dépressif suivi d'une tentative de suicide qui a nécessité l'instauration d'un traitement psychotrope. L'étude présente de nombreuses limites liées aux biais inhérents à la pharmacovigilance, c'est-à-dire le biais de sous-déclaration, de surdéclaration, de rappel, de notification sélective, de confusion, le biais protopathique et le biais de co-administration, et d'autres biais comme la sous-estimation des effets indésirables psychiatriques, des symptômes présents à bas bruit non rapportés par le patient ou non retrouvés par le professionnel de santé, a priori d'une instauration ou d'une modification thérapeutique. En conclusion, la dépression et les conduites suicidaires résultent d'interactions multifactorielles. Les médicaments peuvent contribuer à ces troubles, mais démêler leur rôle est souvent difficile. L'analyse de la pharmacovigilance révèle des signaux de sécurité malgré ces biais. 59 médicaments identifiés avec des effets indésirables suspects non mentionnés dans leur RCP, dont certains, comme le nefopam, le zoledronate et l'emtricitabine, représentent des signaux potentiels de sécurité. Des incohérences dans les RCP nécessiteraient une harmonisation, comme c'est le cas pour les corticoïdes que j'ai mentionnés précédemment. L'information sur les risques dépressifs et suicidaires devrait être plus complète. L'exemple des conséquences du trouble du contrôle des impulsions des agonistes dopaminergiques illustre l'importance de l'alerte. Les observations bien documentées sont cruciales pour effectuer des signalements, mais une étude de disproportionnalité à plus grande échelle permettrait une meilleure puissance. Et de futurs travaux sur des bases de données plus larges permettraient de vérifier nos résultats. Je vous remercie de votre attention.